C'est pas en travaillant chacun dans son coin qu'on arrivera à trouver des solutions. Cette volonté de travailler en concertation avec les différents acteurs, Samy Hassani l'a gardée tout au long de sa carrière. Il a été marqué par son enfance dans un petit port de pêche et de conserverie de sardines sur la côte algérienne, et par les nombreuses années qu'il a passées en mer en tant que scientifique, embarqué sur les navires de pêche, notamment des thoniers. Aujourd'hui, il est directeur de l'association Conservation Mammifères et Oiseaux Marins de Bretagne, basée à Océanopolis, à Brest. On profite de son expertise pour mieux comprendre les captures accidentelles qui sont au centre des discussions liées aux récents et récurrents échouages de mammifères marins sur nos côtes. Écoutons. Cette problématique de capture accidentelle est revenue, j'allais dire, sur le tapis entre guillemets, au travers justement des échouages où on a noté certaines années des signes de capture, des captures accidentelles des fois de jeunes phoques. Et donc c'est quelque chose qui est complètement d'actualité aujourd'hui, puisque ces événements d'échouages multiples, avec un nombre important d'animaux montrant des signes de capture accidentelle, qui était quelque chose qui se passait une fois de temps en temps. Enfin, il y avait des années à forte capture accidentelle, puis d'autres non. Et puis là, depuis 3 ans, donc depuis 2017, tous les hivers, on a des échouages multiples qui sont importants avec une forte proportion de capture accidentelle. Donc les relations pêche-mammifères marins sont quelque chose sur lequel je travaille toujours, que ce soit au travers du groupe de travail national sur les captures accidentelles, qui s'est créé justement suite à ces événements, que ce soit avec le parc naturel marin d'Iroise, où on a mis en place des études pilotes sur les répulsifs il y a quelques années, où on a eu un programme aussi qui s'appelait ImpecMam, Interaction Pêche Mammifères Marins. Il y avait même un volet sociologique à l'époque, pour essayer de comprendre quel était le regard, comment les pêcheurs percevaient les mammifères marins. Parce qu'il y a plusieurs types de relations aux pêches mammifères marins. Il y a la problématique capture, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a la problématique déprédation, c'est-à-dire qu'il y a des mammifères marins qui viennent s'alimenter dans les engins de pêche, ce qui peut présenter un danger pour eux et se traduire aussi par une capture accidentelle. Ces dernières années, parallèlement aux captures accidentelles de dauphins, dont on parle beaucoup dans les médias, il y a également la déprédation qui a augmenté, et c'est forcément en lien avec l'augmentation des populations de phoques. Plus les populations augmentent, plus le nombre d'individus, c'est pas tous les phoques qui pratiquent la déprédation, mais il y a une proportion d'animaux qui se spécialisent comme ça à augmenter, ce qui engendre parfois des pertes pour les professionnels qui les agacent, je comprends. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un collègue qui est pêcheur professionnel, qui a eu un tiers de sa pêche qui a été déprédatée par un phoque. C'est des choses, ce n'est pas particulier à la Bretagne ou à la France, c'est quelque chose qui existe dans le monde entier. Alors des fois c'est du phoque, des fois c'est du dauphin, des fois c'est du requin. Il y a plein d'espèces qui pratiquent la déprédation. Mais s'agissant du phoque, l'étude socio avait montré une chose qui m'a interpellé, c'est que dans les captures des pêcheurs, notamment des fileyeurs, qu'il y ait des crabes qui viennent s'alimenter de leur prise, qu'il y ait des parasites, ou que ce soit les sèches ou les calmars, ou des petits requins, ça c'est normal. Par contre, que le phoque vienne manger les prises, ce n'est pas normal. Mais en fait, je comprends pourquoi, enfin c'est mon interprétation, il y a toute une génération de pêcheurs qui n'ont pas connu les phoques, ou très peu. Au début des années 90, il y avait très peu de phoques dans l'archipel. Et dans les années 80 ou 70, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, ils sont plus présents, là, dans des proportions qui n'ont rien à voir à ce qu'on peut retrouver juste de l'autre côté de la Manche, ne serait-ce qu'au Scilly, c'est pas très loin. Et donc, pour eux, c'est une espèce nouvelle qui vient se surajouter à ce que peut engendrer comme dégâts d'autres espèces sur leur prise. Et donc, c'est pas normal. Et donc, ça, je pense, c'est parce qu'il y a plus cette mémoire. Je pense que les pêcheurs des années 40 ou d'avant avaient l'habitude de voir des phoques ou d'avoir des prises abîmées par des phoques. Mais comme la population s'est quasiment éteinte dans les années 50-60, le problème n'existait plus. Voilà. Et aujourd'hui, le prédateur et les activités humaines se retrouvent en conflit. Après, c'est des choses qu'il faut traiter. Alors, on est sur un projet avec le comité départemental sur ces aspects de déprédation. Et après, on développera aussi le côté capture accidentelle, mais essayer de travailler avec les professionnels, parce que c'est pas en travaillant chacun dans son coin qu'on arrivera à trouver des solutions.
Et puis, il y a des choses aussi concernant ces relations prédateurs-pêche. C'est de corriger l'idée que la présence de mammifères marins, c'est le signe et la cause de la baisse des ressources. Or, en général, là où il y a des prédateurs supérieurs, c'est plutôt parce que les eaux sont riches. Comment expliquer qu'il y a plus de phoques qu'avant en mer d'Iroise ? Alors, à plusieurs facteurs. Oui, plusieurs facteurs qui font que l'espèce est revenue. D'abord, l'espèce avant n'était pas protégée. Avant les années 60, on avait le droit de l'abattre. Puis, c'est devenu une espèce protégée. Et je pense que la création de la réserve naturelle de l'Iroise, même si c'est une réserve qui a été créée pour les oiseaux marins, il n'empêche que ça a créé un petit havre de paix dans cette zone qui est déjà un peu isolée du continent par les conditions météorologiques hivernales. Et cette protection qui existait aussi côté britannique où les colonies étaient restées en bon état a permis d'alimenter en phoque des sites locaux. Après, il y a eu toute la politique européenne, Natura 2000, les zones spéciales de conservation, qui a abouti en 2007 par la création du parc naturel marin d'Iroise, avec une protection cette fois-ci sur le milieu marin et pas que sur les îlots. Donc tout ça a dû contribuer. Et puis une conscience du public aussi, l'image a changé. Aujourd'hui, c'est inconcevable d'imaginer de tirer à la carabine sur du phoque. Dans la majorité du public, je dis bien. Alors qu'il y a des vieilles cartes postales où on voit les Bretons avec leurs fusils et puis le phoque qui est tenu comme ça, la prise, quoi. Un peu comme on ferait avec le pied sur la tête du lion. De même qu'on n'imagine pas aujourd'hui que jusqu'en 1970, on pouvait aller s'acheter son steak ou son rôti de dauphin ou de marsouin en poissonnerie. En France. C'était tout à fait légal. Donc les choses ont changé relativement vite et brutalement, et là aussi, je pense qu'on a oublié ces choses-là, et c'est bien de les rappeler. Cette année, on a beaucoup entendu parler des échouages de mammifères marins sur les plages. Comment ça se fait ? C'est depuis 2017 qu'on observe chaque hiver, la période où il y a le plus d'échouages, c'est entre janvier et mars, et ça fait 3 ans que ça dure. Précédemment, on avait ça de temps en temps, certaines années, et depuis 3 ans, c'est constant, et cette année est très particulière, en tout cas en Bretagne. Je ne sais pas précisément pour les autres régions, on n'a pas encore fait le bilan, mais en plus on a un pic estival cette année. Sur la partie hivernale, la première chose que l'on regarde, c'est de voir si l'effort de pêche a augmenté. C'est pas le cas. Par contre, ce qui semble être le cas, c'est que les dauphins sont nettement plus présents sur le plateau continental en hiver qu'auparavant. Le plateau continental, c'est la zone maritime où l'effort de pêche est le plus important. Donc le fait d'être là, ils sont confrontés aux engins de pêche. S'agissant des chalutiers pélagiques, on a une solution qui marche assez bien, c'est les répulsifs acoustiques. Il y a une réduction significative des captures en utilisant des répulsifs. Alors en plus, l'avantage sur un chalutier pélagique, c'est qu'on n'est pas obligé d'en mettre des dizaines et des centaines. Entre 2 et 3 répulsifs à l'entrée du chalut, ça évite que des dauphins entrent en masse dans le chalut. Et c'est obligatoire de toute façon aujourd'hui. Et l'idée, c'est que ça soit obligatoire également pour les bateaux qui ne sont pas français. Sauf que, quand on sait qu'un filet peut faire plusieurs kilomètres de long, quand on sait qu'un répulsif n'est actif dans une zone, selon les modèles, on va dire les 200 mètres de rayon. Un filet qui fait 10 km, 15 km, ou voire plus, je simplifie, on imagine le nombre de répulsifs qu'il faut. Et quand on connaît le nombre de bateaux qui pratiquent le filet, même s'ils ne sont pas tous au même moment en mer, ça fait quand même plusieurs centaines de kilomètres de filets dans l'eau. Et donc si tous ces bateaux s'équipaient correctement de répulsifs qui fonctionnent correctement, là on aurait des véritables zones d'exclusion pour les mammifères marins. Et en plus ça ferait de la pollution sonore. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas la solution à long terme. Sur les filets en tout cas. Sur les chaluts pélagiques, c'est différent. Alors un filet, en plus un filet calé, il est mis dans l'eau et il va rester dans l'eau quelques jours. Donc c'est une présence continue. Un chalut pélagique, il met son chalut à l'eau, il le tracte et au bout d'un moment, il le ressort. Ça reste pas des jours dans l'eau. Et puis la zone concernée d'exclusion,
elle concerne uniquement l'entrée du chalut. Même si les plus grands chalutiers pélagiques, je serais pas loin de la vérité en disant que l'ouverture pour les plus grands, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. À l'échelle de l'océan, c'est pas grand-chose. Et donc ça exclut les dauphins de cette zone qui est dangereuse pour eux, mais ça les exclut pas de tout ce qu'il y a autour. Et pour toi, c'est quoi l'océan ? Un espace de liberté. Et puis moi j'aimais bien quand je faisais des campagnes au large, il faut vraiment être au large, très au large. Ça relativise les choses, on se sent tout petit. Et ouais, une petite particule dans un monde qui est beaucoup plus vaste que nous. Ça peut changer en quelques heures, que ce soit en couleur, en hauteur de vague, en couleur du ciel, en température aussi, selon où on est. Voilà, c'est un milieu, moi je trouve ça beau, magnifique, ça laisse même penseur, mais en même temps dangereux. Donc on peut en avoir peur, ça peut être un milieu qui fait peur. Moi ça me fait pas peur, j'ai conscience du danger, mais j'ai pas peur. C'est quoi ton premier souvenir de la mer ? Je pense que j'étais tout petit, j'avais moins de 5 ans. Il y a plusieurs choses qui me reviennent. Une balade sur la côte sauvage, mais c'était en Algérie ça, du petit village de pêcheurs où j'habitais, de voir des poissons sauter dans l'eau. Il y avait tempête. Donc, alors est-ce qu'ils sautaient à cause du mauvais temps ? Est-ce qu'ils sautaient parce qu'il y avait un prédateur derrière ? Je sais pas. La deuxième chose, c'est des petits pêcheurs côtiers, c'est de la pêche artisanale qui avait dans ce port, avaient ramené un requin. Donc j'étais sur les épaules de mon père et j'avais très peur de tomber dans l'eau. Et puis le troisième souvenir, c'est je veux une canne à pêche pour pêcher du rouget. C'était précis. Je devais avoir 4 ans. Pourquoi le rouget ? Sans doute parce que j'aime ça. Ça a commencé comme ça, et puis c'est l'odeur des sardines et de la conserverie, puisque c'était un port sardinier. Et donc il y avait la conserverie, et un peu à l'image de ce que ça devait être à Douarnenez ou Concarneau à l'époque de la grande pêche à la sardine. C'est le matin, voir les femmes aller à la conserverie, c'est les odeurs après quand la sardine est cuite, les bateaux qui arrivent. Voilà, j'ai baigné dans les odeurs de conserverie de sardines. Ça aurait pu me dégoûter, ben non. La pêche, t'aimerais qu'elle soit comment dans 10 ans ? Je pense que idéalement, il faut que tout le monde survive. Bon, les mammifères marins, ils étaient là avant nous à exploiter le milieu marin. Nous, on a commencé à exploiter la côte d'abord. Ou alors à se dire, plus personne ne veut manger de poisson, et qu'on veut manger que du poisson d'élevage, qui n'est pas forcément une solution non plus. Donc il faut qu'elle soit durable, et je pense qu'il y a des exemples qui montrent que ça peut être le cas. Justement, en reparlant du thon rouge, donc dans les années 80, il y avait déjà des quotas, mais tout le monde dépassait largement les quotas. Les chiffres étaient trafiqués, même en trafiquant les chiffres, on dépassait les quotas. On a donné des sous aux pêcheurs, alors qu'on savait que la ressource était surexploitée, pour agrandir leurs bateaux, ou pour en construire des plus grands, et encore mieux s'équiper. C'était complètement en opposition. Dans des commissions de gestion des ressources et de conservation, on tirait la sonnette d'alarme. Tout le monde en était conscient, et puis de l'autre côté, on donnait des aides. Donc on a été trop loin en se disant, tant qu'il y en a, tant qu'on peut pêcher. Et puis après, une fois qu'on est équipé comme ça, d'un bateau qui coûte cher, qu'il faut rembourser, on n'a plus le choix. On continue. Et donc il a fallu attendre, là on est quand même en 2020, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, où là, ça allait tellement mal que ça a été des mesures drastiques, qui se sont traduites par des armements qui mettent la clé sous la porte, des licenciements, des pertes d'emploi du coup, toute une filière qui se casse la figure. On aurait pris les mêmes mesures il y a 20 ans, ça n'aurait pas été le même résultat. Je pense que compte tenu de la prise de conscience de tout ça, on peut espérer que on ait des meilleures gestions, une meilleure prise de conscience de tout le monde et des professionnels aussi. Il y en a qui sont très conscients de ça. Il ne faut pas dire les pêcheurs c'est tous des ravageurs d'océan, pas du tout. C'est un beau métier d'abord. Et on est bien content de manger du poisson, mais après il faut le faire dans des conditions raisonnables. Et c'est d'ailleurs dans l'intérêt des professionnels. Une ressource qui est bien gérée, elle va durer longtemps, et normalement tout le temps. Lorsqu'on ratiboise tout, c'est une vision à court terme. C'est pas de la vraie pêche, ça, pour moi.
Il y a un moment en mer qui t'a particulièrement marqué ? La marée noire de l'Erika, évidemment. C'est marquant, c'est toujours inquiétant. Et puis, une fois en mer, la guerre du thon entre l'Espagne et la France. En gros, il y avait une flottille française de l'époque, c'était une 50aine de bateaux. Puis il y avait une flottille espagnole d'environ 400 bateaux. Et comme les Espagnols voulaient avoir le monopole sur la pêcherie, c'est pour ça ils étaient très anti-filets aussi, hein. Pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons économiques. Et une fois, ils ont décidé d'encercler tous les bateaux français. Et c'était impressionnant, parce qu'on les croisait de temps en temps en mer, un bateau par-ci par-là. Et là, on s'est retrouvé à l'écho au radar, il y avait une nuée de bateaux. Et donc, interdiction de pêcher, sinon on vous aborde. C'était ça. Avec des menaces de gorge, enfin de coupe-gorge. Enfin. Et heureusement, il y avait un bateau militaire français et un bateau militaire espagnol qui sont là pour faire de la surveillance. Et donc, il y a eu une réunion à bord du bateau militaire entre représentants des pêcheurs français, des pêcheurs espagnols. Et ils avaient demandé des scientifiques pour être dans le débat. Et donc, par fax, on a pu joindre Loïc Antoine, qui était le directeur du labo pêche, et donc qui était le directeur du programme, pour avoir l'autorisation d'aller animer les débats. C'est ce qu'on a fait. Donc, mais ce qui était impressionnant, c'était ça, c'était de voir toute cette flotte de bateaux qui d'un seul coup, l'armada qui t'encercle, quoi. Fallait faire gaffe, parce qu'il y a eu l'année d'après, justement, ça s'est mal passé, et il y a un bateau qui a été abordé. Ils ont pris en otage le bateau, et ils l'ont brûlé. Les Espagnols l'ont brûlé, et ils ont ramené le trophée, la coque brûlée, au Pays Basque espagnol. Ouais. Donc là, c'était chaud. C'était chaud, et puis surtout qu'il y a des pêcheurs côté français qui menaçaient d'utiliser leurs fusils. Donc voilà. Donc moi j'ai sorti ma caméra. Parce qu'il y a un bateau espagnol qui voulait venir déchirer des filets qui étaient encore à l'eau. J'avais plus de pellicule, mais j'ai fait semblant de filmer. Et du coup ça les a dissuadés, même s'ils avaient masqué leur immatriculation, finalement ils l'ont pas fait. Donc des fois, voilà, c'est mieux que les armes. Ces images de conflits entre pêcheurs de différentes nations rappellent vivement les récents événements liés au Brexit. Dans un monde où les ressources se raréfient et les impacts de nos modes de vie s'accélèrent, il est plus que jamais temps de travailler ensemble, tous ensemble, pour accorder un peu de répit à cet océan dont nous dépendons tant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future et à bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.